Dans l'actualité des idées aujourd'hui, ce que la Chine peut nous apprendre de nous-mêmes. Alors que Pékin s'apprête à accueillir ses deuxièmes Jeux Olympiques, 14 ans après des JO d'été, rendez-vous avec nos deux invités jusqu'à 13h30. Le philosophe et sinologue François Julien, auteur de Moïse ou la Chine, qui paraît aux éditions de l'Observatoire, où le philosophe continue à faire dialoguer traditions philosophiques et culturelles, chinoises et européennes. Bonjour François Julien, bonjour à vous. Bonjour. J'ai eu un temps d'hésitation, parce que je lisais le sous-titre « Quand ne se déploie pas l'idée de Dieu ?» Voilà pour le sous-titre de cet ouvrage, Moïse ou la Chine. Avec nous, Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdo Le 1, dont le nouveau numéro Chine, l'envers de la médaille, nous raconte l'évolution de la société, les tendances à l'œuvre, le nouveau modèle chinois et ses paradoxes. Un modèle de démocratie populaire dont le régime entend montrer la supériorité, et notamment après cette gestion de la pandémie. Bonjour à vous, Julien Bisson. Bonjour Olivia. Bonjour. François Julien, en quoi ce livre, Moïse ou la Chine, il faut l'expliquer peut-être, s'inscrit dans le prolongement de vos précédents travaux? Quelles questions vous êtes-vous posées et comment avez-vous cherché à y répondre dans cet ouvrage? Nous disons traditionnellement que nous sommes héritiers des Grecs, mais que sait-on de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti? Et moi j'ai fait le choix, en tant qu'helléniste, de chercher un dehors pour interroger de ce dehors la pensée européenne. L'interroger dans ses partis pris, dans ce qu'elle ne pense pas interroger du dedans d'elle-même. Et c'est donc une façon de faire servir la Chine comme opérateur théorique pour réinterroger la philosophie dans ce qu'elle n'interroge pas. Et l'affaire de Dieu, bien sûr, est centrale dans ce paysage, puisque l'Europe n'a cessé de penser à travers Dieu, pour ou contre Dieu, bref, n'a cessé de développer une pensée de l'absolu sous figure de Dieu. Et on découvre que dans la tradition chinoise, l'idée de Dieu a été entrevue, mais n'a pas été déployée. Et donc ce non-déploiement de l'idée de Dieu nous donne à réfléchir, en retour, sur ce qu'a été pour nous l'affaire de Dieu. Ici, vous cherchez aussi à comprendre donc pourquoi cette idée de Dieu, telle que nous l'apercevons en Occident, n'a pas de prise en Chine. Vous l'écrivez, Dieu, c'est la grande affaire de l'Occident, avant tout. Oui, alors, affaire complexe, puisqu'il y a des figures de Dieu très diverses, et notamment le Dieu de la raison et le Dieu de la révélation. Le Dieu principe, cause des causes, première cause, et puis le Dieu personne, à qui on s'adresse, a compris. Le Dieu dont on dit « il », lui, Dieu, et puis celui à qui on parle. Donc la figure de Dieu n'est pas, disons, est complexe, mais il y a ce terme Dieu unitaire, théos, deus, God, Dieu, qui fait que c'est une sorte de focalisation essentielle de la pensée européenne, mais en même temps travailler par la contradiction, pour ou contre Dieu, l'affaire de l'athéisme face à la croyance. Bref, c'est une histoire dramatique. Et l'intérêt, c'est quand on passe en Chine, c'est qu'on voit que cette affaire dramatique-là ne s'est pas développée. Oui, et la parole religieuse ne prend pas, malgré les tentatives d'évangélisation dans l'histoire. Ce message chrétien n'a que peu de prise sur l'empire du milieu, et vous racontez pourquoi. Pourquoi cette idée du ciel en Chine, comment le culte des anciens s'est inscrit aussi là-bas et repousse notre parole religieuse et la conception que l'on peut se faire de la place de Dieu dans nos vies. Dès les débuts, dès la découverte de la Chine, dès les premiers échanges, la Chine a déboussolé les Européens. Ils sont comme en perte de repère face à ce cas chinois, comme vous le nommez. C'est une civilisation à part et une civilisation à part entière. Pourquoi est-ce qu'on perd tous nos moyens face à la Chine? Pourquoi c'est si difficile pour nous de l'appréhender? Je crois d'abord qu'il faut rebondir dans l'histoire et l'histoire de la rencontre. La première rencontre entre l'Europe et la Chine, puisque c'est l'Europe qui va en Chine, c'est pas l'inverse. Et une histoire qui est celle d'abord de l'Europe qui sort d'Europe, qui va vers le Nouveau Monde, et là qui trouve un monde vide ou quel est vide, en tout cas un monde qui ne résiste pas. Au mieux, c'est la figure du sauvage, bon ou mauvais sauvage, enfin, selon qu'on considère que c'est nous avant nous, si vous voulez. Donc ça ne nous dérange pas foncièrement. Alors que quand on débarque en Chine, et bien débarquer, c'est bien les missions qui débarquent, avec un désir d'évangélisation. Bon, il y a toujours des rapports de force qui sont sous-jacents, mais disons, au nom d'une religion universelle, donc pour tout homme, et qui débarque en Chine se rend compte que non, il faut apprendre le chinois, respecter les rites, honorer l'empereur, étudier les classiques, se siniser, porter des vêtements chinois. Et donc l'idée d'un monde plein qui, comme dit Deschamps, ne nous attend pas. Et qui donc fait soudain que les Européens comprennent qu'il y a une autre histoire que la leur,
et que l'histoire qu'on avait, disons, tracée, celle de l'histoire sacrée, et puis d'un côté l'Égypte, la Mésopotamie, l'histoire profane, la Grèce, Rome, et nous, eh bien, il y avait une autre histoire parallèle, et dont on sait que c'est une histoire qui a les mêmes, disons, qui a autant de rigueur dans sa constitution, les chronologies le montrent, c'est ce qui fait que Pascal d'ailleurs en est touché, mais qui se passe hors de nos références, et donc qui nous interroge sur la singularité de notre propre histoire, qui n'est plus l'histoire universelle ou celle qui incarne la culture, mais qui trouve en dehors, en Chine, eh bien, d'autres possibilités, d'autres ressources qu'il faut qu'elle essaie de commencer à comprendre, puisque l'évangélisation telle qu'elle l'avait pensée ne marche pas ou marche peu, en tout cas rencontre une très grande résistance. Et une résistance culturelle. La phrase de Montesquieu, quand il dit, quand même au XVIIIe siècle, et il y a une chose bien triste, c'est que la Chine ne se convertira pas. C'est une phrase extraordinaire d'intelligence pour comprendre que ce message d'universalité rencontre là une limite culturelle. Oui, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marchera pas. Ouais. En tout cas, c'est... Est-ce que c'est triste pour autant ? Pardon ? Est-ce que c'est triste pour autant ? Alors, pour lui, triste, est-ce que c'est un triste de couverture d'ailleurs, ou un triste, je ne sais pas quelle est l'implication subjective de Montesquieu dans cette affaire. Mais cela dit, il y a bien l'idée, la phrase de Pascal dont j'ai fait titre, Moïse ou la Chine, lequel est le plus croyable des deux, fait bien voir que soudain apparaît une alternative, avec ce mot croyable qui est si important au XVIIe siècle, alternative bancale. D'un côté, Moïse voit bien ce que ça figure comme le monothéisme, les commandements, et la marche vers quelque chose. Et en face, non pas un nom chinois, mais la Chine, dont Pascal ne sait quasiment rien, si ce n'est qu'il y a bien la force d'objection que ça constitue par rapport à l'universalisme religieux chrétien. Voilà, lequel est le plus incroyable des deux, le plus croyable ou la des deux, Chine, vous voyez, comme alternative. Extrait des pensées de Pascal. Phrase si forte qu'il l'apparaît. Vous voyez, donc là, on touche à quelque chose de brûlant, puisque Pascal ose cette énoncé d'alternative, et en même temps, jusqu'où peut-il le tenir ? Julien Bisson. Oui, vous montrez bien que nous sommes, quand l'Occident rencontre la Chine, il rencontre un monde qui lui est à la fois totalement étranger, et en même temps un monde qui lui ressemble peut-être plus que n'importe quelle autre civilisation, de par le fait que ce soit un monde structuré, organisé, avec des grandes villes, avec des États, avec un État très organisé. Et de là naît une forme d'ambivalence dans notre rapport à la Chine. Est-ce que cette ambivalence se poursuit aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes héritiers toujours de cette forme d'ambivalence dans le dialogue des cultures qui s'impose nécessairement face à ce monde ? Oui, qui fait barrage au dialogue des cultures d'ailleurs. Je pense que c'est le cas, à la fois la fascination, donc une sinophilie, qui s'est développée en France, notamment au XVIIIe siècle, qui était très marquante, le catéchisme chinois dans Voltaire, et puis d'une sinophobie, c'est-à-dire aussi de ce qui est l'image d'une Chine dangereuse. Donc je crois que cette ambivalence, elle se maintient, et elle est peut-être plus française qu'européenne. Je crois que c'est une affaire vraiment française, que cette sorte de fascination à l'égard du lettré, du mandarinat, des concours. Les Chinois nous disent d'ailleurs que nous avons emprunté les concours à la Chine à la fin du XVIIIe. Et puis en même temps, l'idée d'une sorte de pensée qui cache quelque chose, parce qu'elle est d'une expression indirecte, allusive, ne se range pas sous l'attente de notre raison. Donc je crois qu'il y a effectivement cette étrangeté qui se maintient. Étrangeté qui peut mener à l'incompréhension, une incompréhension entre nos cultures ? La compréhension est difficile, il faut la patience, n'est-ce pas ? Et je ne suis pas sûr que les Chinois aujourd'hui nous aident beaucoup à comprendre leur culture. Ils la vendent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils nous aident à la comprendre dans ce qu'elle a justement d'implicite et dans ce qu'elle peut avoir de complexe elle-même, n'est-ce pas ? Donc je crois que on se familiarise avec l'espace chinois et puis on fait du commerce avec elle, enfin la Chine, maintenant c'est la Chine qui vient chez nous, alors qu'avant c'était nous qui allions en Chine. Cela dit, tant qu'on ne passe pas vraiment par la langue, et pour le chinois la langue classique, donc qu'on ne passe pas par les références qui sont si importantes dans la culture chinoise, ça risque d'être un peu du quiproquo. La langue chinoise, elle fait rempart aussi à évidemment cette compréhension et cette capacité de dialogue que vous évoquez, mais aussi à la possibilité de se comprendre sur des idées, sur des concepts comme cette idée de Dieu. Oui, alors est-ce qu'elle fait écran ? Je ne sais pas. En même temps, pour nous, c'est une occasion de réflexion. Donc, si vous voulez,
altérité n'est pas forcément nuisible à la pensée. Au contraire, je pense qu'elle est ressource. Mais effectivement, qu'il n'y ait pas de verbe être en chinois classique. Qu'on puisse dire « je suis ici », la prédication, mais pas l'existence. Je suis ou je ne suis pas. Être ou néant, ça change la façon de penser et notamment la façon de penser Dieu. Puisque la question qui nous a hanté, qui nous hante encore, celle de l'existence de Dieu, ne se pose pas si on n'a pas un verbe être, qu'en est le support. Donc, si vous voulez, je crois que c'est pas que la langue détermine la pensée, c'est que la pensée exploite les ressources de la langue. Et donc, il y a effectivement à tenir compte de cette langue chinoise, qui n'est pas la même famille de langues, dont l'écriture n'est pas phonétique, mais idéographique, la seule à l'être restée. Donc, qui entretient un rapport comme ça essentiel au tracé d'écriture. Et avant les hexagrammes, avant les idéogrammes, les hexagrammes. Donc, ces tracés pleins et brisés du classique du changement. Si vous voulez, c'est effectivement des ressources de pensée qui nous donnent à réfléchir. Alors, ça ne s'oppose pas au dialogue, mais le dialogue est patient. Il faut qu'il soit patient pour qu'il prenne le temps de sonder les cohérences de la pensée chinoise, qu'il ne se range pas d'emblée sous nos attendus théoriques. Donc je crois que c'est au contraire très, très propice. Encore faut-il faire un effort. Ce n'est pas un bord à bord qui se donne comme ça dans l'immédiat. Et il y a une médiation élaborée entre les langues, entre les pensées, mais qui nous donne à penser. Alors justement, le temps a passé, François Julien, 5 siècles plus tard, puisque vous parliez de cette découverte du XVIe siècle, de la première rencontre entre ces deux civilisations. Est-ce que justement la rencontre s'est faite ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, quand on parle du modèle chinois, on ne parle pas aussi un peu du cas chinois ? C'est une autre manière de le formuler, mais est-ce qu'on comprend vraiment mieux la Chine aujourd'hui ? Bon, il y a eu deux rencontres. Deux rencontres historiques. La première par l'émission, qui s'est heurtée à une incompréhension. Puisque les Chinois ne sont pas convertis en masse, qu'ils estimaient au fond qu'ils avaient une cohérence, une raison des choses qui leur suffisait, et vis-à-vis de quoi le message chrétien leur paraissait, peut-être pas inintéressant, mais en tout cas ne portant pas à conversion. Et puis la seconde rencontre. Donc l'émission, on progressivement tarie fin du XVIIIe siècle. Et puis il y a eu la seconde rencontre par la force, par les canons, au XIXe, aboutissant aux concessions, aux traités inégaux, bref, et où la Chine a dû alors emprunter de force, la science, une image de l'histoire et la révolution, etc. Donc c'est une rencontre qui a traumatisé la seconde. Autant la première a laissé la Chine, disons, relativement tranquille, autant la seconde s'est imposée et donc a obligé la Chine à réagir, emprunter, apprendre de l'Occident. Donc un trauma dont on voit la conséquence aujourd'hui, avec un désir de revanche, un désir aussi de prendre la supplanter, n'est-ce pas ? Et ce désir d'impérialisme qui est quand même si fort aujourd'hui en Chine. Julien Bisson. Est-ce que cet impérialisme chinois, c'est aussi un impérialisme de la culture ? Je veux dire par là, est-ce que la Chine, qui est aujourd'hui, on sent, repliée derrière sa muraille, est-ce qu'elle a vocation, est-ce qu'elle a le désir d'exporter sa culture, comme ont pu le faire justement les pays occidentaux dans les siècles précédents ? Oui, je crois que maintenant c'est le cas. Au départ, quand on parlait des droits de l'homme en Chine, je disais on n'est pas encore mûr pour ça, on a d'autres choses plus urgentes à faire, soyez patients. Maintenant, plus du tout. Ça fait un certain temps déjà que ce n'est plus du tout le cas, en disant mais nous, j'ai une contre-idéologie, l'harmonie, n'est-ce pas, l'intégration dans le monde, la pensée de la régulation, donc pensée de l'ordre. Donc je crois que maintenant, oui, la route de la soie est aussi la nouvelle, n'est-ce pas, vectrice de cela. L'idée qu'il y a quelque chose qui s'est un peu épuisé de leur point de vue dans la culture occidentale et qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau. Dieu sait qu'ils en ont fait état à propos du Covid en montrant comment les démocraties ne savaient pas gérer ça alors qu'eux savaient si bien le gérer. Bon, ce qui est d'ailleurs tout à fait sujet à caution. Mais disons, il y a maintenant quand même une sorte d'opposition concertée à l'égard de la pensée démocratique européenne. Vous avez évoqué la gestion de la pandémie. Il en est question aussi dans les pages de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, qui paraît et que vous pouvez trouver en kiosque de cette gestion de la pandémie avec vos différents correspondants. Julien Bisson, dont Jean-Pierre Cabestan, qui vit à Hong Kong, qui est politiste et qui a publié l'an dernier le très bon Demain la Chine, guerre ou paix, chez Gallimard, et qui lui pointe notamment le repli individualiste de la jeunesse chinoise, happé par ces mondes virtuels, une tendance qui inquiète le
le pouvoir, qui va le gérer comment du coup? C'est vrai que pour le pouvoir, la jeunesse chinoise, avec ce repli individualiste, c'est un repli qui est à double tranchant pour le pouvoir. C'est un repli à double tranchant parce que pour le pouvoir, il y a une façon de voir dans ce repli aussi un recul de la politique. Je veux dire par là, une jeunesse qui se replie sur l'individualisme, c'est une jeunesse qui ne se révolte pas contre les restrictions de liberté. Mais c'est vrai qu'il y a aussi chez le pouvoir, ils sentent bien qu'il y a là une défaite du civisme, un manque de cohésion, un risque pour la cohésion nationale qu'ils essayent de retrouver en excitant le nationalisme auprès de la jeunesse notamment, mais qui aujourd'hui se traduit par des troubles chez cette jeunesse. On parle des Neijuan. La Neijuan, c'est l'involution, c'est-à-dire le repli sur soi pour essayer de fuir la compétition sociale exacerbée qu'il peut y avoir au sein de la jeunesse. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un risque en effet pour la cohésion de la société chinoise. Leurs parents ont pu constater les progrès économiques de la Chine, ont pu participer à ce mouvement-là pour leurs enfants. Il y a là en ce moment une période peut-être de flottement que Pékin, en effet, peut vouloir essayer de contrôler. Sur cette fracture générationnelle, François Julien? Oui, je crois que la Chine va vers les difficultés. Elle va à la puissance, c'est sûr, vers l'hégémonie, c'est certain. Elle aura, disons, le triomphe impérialiste qu'elle souhaite, mais du même coup, elle va vers les difficultés, elle va vers les fractures. Si vous voulez, le fait que l'effet de contrainte politique, comme toujours, a pour, disons, exutoire le nationalisme. Donc le pouvoir chinois aujourd'hui, il se blinde dans le nationalisme et essaie de recréer une cohésion par là. Mais ça pose la question de l'emprunt fait à l'Occident. La Chine a emprunté la science, elle a emprunté une forme du politique, elle a emprunté la révolution, le communisme, qui est devenu le maoïsme. Mais est-ce qu'on peut isoler dans ce qu'on emprunte? Est-ce qu'il n'y a pas tout qui vient aussi en même temps? Notamment ce qu'on appelle les questions de sens. Et je pense que la jeunesse chinoise, elle est maintenant travaillée par des questions de sens, puisque c'est plus l'urgence de la survie qui est en jeu. Alors elle commence à vouloir s'intéresser à ce qu'elle fait et au sens qu'elle peut donner à sa vie. Et il faut dire que ce que présente le parti n'est pas forcément très suffisant. Donc je crois que la Chine va vers les difficultés internes. Ce n'est pas nous qui allons l'inquiéter, mais c'est d'elle-même. Et on sait que dans l'histoire chinoise, d'ailleurs, toutes les grandes dynasties sont fracturées en deux, parce que cette mise en ordre, qui est le début d'une dynastie, comme aujourd'hui, à partir de 49, cette mise en ordre du monde centralisée et autoritaire, il faut le dire aussi, eh bien, trouve sa fissure interne. Et je crois que la Chine n'évitera pas ça. Donc la jeunesse chinoise, c'est pas seulement une différence de génération, vous voyez, une opposition, c'est beaucoup plus que cela. C'est qu'au fond, il y a comme vous l'avez dit, une logique historique qui a promu la génération précédente, sortir de l'humiliation, sortir de la revanche, sortir tout ça, qui maintenant se voit moins. Et disons, dès lors qu'il y a ce surplus de jouissance, qu'est-ce qu'on en fait? Le luxe, certes, oui, mais est-ce que c'est suffisant encore, voyez? Donc, il y a quelque chose qui va fracturer la société chinoise, parce qu'il y a du désir inassouvi en Chine. Alors, est-ce que la séquence pandémique, vous l'avez évoquée, a affaibli le pouvoir chinois ou au contraire l'a-t-elle renforcé? Je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire diffusé sur Arte, Le Monde de Xi Jinping, réalisé par Sophie Lepau et Romain Franklin. L'objectif pour la Chine, il est clair, et pour Xi Jinping, il l'est encore plus. La crise de la Covid-19 est utilisée pour mettre en avant cette efficacité du modèle chinois, pour mettre en avant le fait que ce modèle est capable de protéger la population et en même temps d'assurer un développement économique. J'ai peur. Derrière moi, il y a le pouvoir chinois. Devant moi, il y a le virus. Ce qui est clair, c'est que les enjeux politiques ils sont considérables pour le régime politique chinois aujourd'hui. Et si le régime a des informations qui sont potentiellement compromettantes, qui remettraient en cause le récit national, alors ces informations doivent disparaître. L'objectif, c'est de mettre en avant les succès de la Chine, c'est d'effacer évidemment les erreurs qui ont pu être commises, et c'est de faire passer la Chine de responsable potentiellement de cette pandémie au pays qui a été capable de sauver, entre guillemets, la communauté internationale. Voilà les mots d'Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. François Julien, cet autoritarisme dont a fait preuve aussi le régime pendant cette crise pandémique, comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il a une histoire aussi? Oui, je crois qu'il faut simplement songer à ce que la traduction de crise en chinois. Nous avons un terme qui est grec, krisis, qui tranche.
est dramatique. Crise en médecine ou crise au théâtre, on sait ce que c'est. C'est là où ça se tranche. En chinois, Weiti signifie danger, opportunité. Donc la crise, c'est un danger, mais si on traverse bien ce danger, c'est une opportunité aussi. Et le pouvoir chinois l'a géré comme cela. Danger au départ, mais saisi comme une opportunité à la fois intérieure pour renforcer le contrôle de la population, le contrôle autoritaire, notamment par le numérique, et extérieur pour, disons, dénoncer les démocraties dans leur faiblesse et, disons, magnifier ce qui devient le modèle chinois. Donc je pense qu'il y a eu un usage très stratégique de la crise par le gouvernement chinois. Est-ce que la stratégie suffit à remplir l'histoire? Je ne suis pas sûr. C'est à travers cette double définition, cette dualité du mot crise en chinois, comme vient d'évoquer François Julien aussi, un bel exemple du titre que vous avez donné à ce numéro du 1 Hebdo, hein, Julien Bisson, l'envers de la médaille. Dans cette crise pandémique, il y a un envers de la médaille aussi hein, dans sa gestion. Hein. Oui, bien sûr. Il y a à la fois là, le récit et la réalité. La réalité, c'est... Alors, il y a les chiffres officiels chinois dont qu'on peut sans doute remettre en cause, 4639 morts. Oui, on peut évidemment sans doute douter de ces chiffres. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est 200 fois moins de morts qu'aux États-Unis, avec une population qui est 4 fois moindre. Le récit, c'est aussi la volonté pour la Chine, d'une part, de montrer sa capacité à restreindre le virus et à pouvoir permettre à sa population de vivre en sécurité. C'est aussi le récit qui est fait pour endiguer les enquêtes sur l'origine du virus. Donc là aussi, d'arriver à nier une part de potentiel de responsabilité dans tout cela. Donc il y a véritablement une volonté de la part de la Chine, de ce point de vue-là, de faire de cette crise sanitaire non pas vraiment une épine dans son pied, mais au contraire un modèle à exporter dans d'autres pays. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays qui ont essayé d'adopter, à la suite de la Chine, des mesures très drastiques pour permettre d'arriver à endiguer la pandémie. C'est un grand récit au sens quasi religieux du terme, avec une part de mensonge quand même. Au départ, d'où vient la pandémie, c'est bien quand même de Wuhan, et ce qui a été raté ou disons caché de cette affaire-là. Donc je crois qu'il faudrait qu'un jour l'histoire se réécrive, non pas sous la figure du grand récit et de ce qu'il cache, mais de façon plus véridique, parce que la Chine traverse, à l'aise peut-être, parce qu'elle sait bien manier ce récit, la période actuelle, mais enfin il y a un moment où les choses doivent apparaître. Sans idée de Dieu, hein, comme vous l'évoquiez au début, François Julien, en Chine comme en Occident, sans cette idée de Dieu, sans saint auquel se vouer, cette gestion de la crise, comment cette crise même, elle a été perçue, vécue par les populations, la maladie, la peur de la mort, l'arrivée du virus dans leur vie. Est-ce que le fait de ne pas avoir cette idée de Dieu a transformé, changé la perception que les Chinois ont pu avoir de ce moment? C'est difficile de répondre aussi généralement, et en plus je ne prétends pas parler au nom des Chinois, mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le fait que la perception de la mort n'est pas la même. Si on pense en termes d'être et de non-être, donc d'être et de néant, donc aussi de salut, ou si on pense en termes de transformation, comme le fait globalement la pensée chinoise, et la mort c'est une grande transformation. Si on se pense comme étant une concentration de flux qui à la mort se défait, se dissout, si vous voulez. Il y a une idée du rapport à la mort qui peut être, disons, différente, même s'il y a une peur de la mort qui est assez générale. Donc je crois, si vous voulez, que par rapport à cela, le rapport à Dieu, bien sûr, est une affaire essentielle, et que la façon dont on voit d'ailleurs que le pouvoir chinois aujourd'hui souhaiterait réécrire les grands récits religieux qui sont les nôtres, n'est-ce pas, porte à penser qu'il y a là un malaise de la part de la Chine qui veut présenter une conception autosuffisante, satisfaisante, donc d'harmonie, n'est-ce pas, d'incarnation de l'ordre. Et finalement, le pouvoir chinois a cette, disons, figure étrange c'est pour ça qu'il subsiste en Chine sous une étiquette communiste, qui est d'assurer une unité du pouvoir, de l'ordre, n'est-ce pas, le souverain étant celui qui inscrit dans le monde social l'ordre cosmique. Mais pourquoi il y a cette volonté justement en ce moment de réécrire les autres religions en Chine, de les siniser, ces récits religieux, que ce soit la Bible, le Coran ou autre? L'entreprise de sinisation, elle est vieille en Chine. Je veux dire, chaque fois que la Chine a subi une intrusion, les Mongols, les Mandchous avant nous, les Européens, elle a sinisé.
Donc l'idée que le culturel peut ensuite retravailler l'histoire et, disons, inverser le rapport de force, ça c'est une tradition chinoise, n'est-ce pas? Donc je crois qu'il y a quelque chose que le pouvoir chinois sent bien qu'il y a une dissidence idéologique par rapport à l'ordre, question de sens, disons, facteur religieux, et c'est une façon de l'intégrer. Le pouvoir chinois, c'est un pouvoir d'intégration. Et cette intégration refuse la dissidence, refuse la fêlure, refuse tout ce qui serait, si vous voulez, mettrait en contradiction ou en tension, simplement. La grande idée chinoise, c'est les opposés complémentaires, donc qui sont en corrélation. Donc je crois c'est logique que dans cette démarche, disons, de pouvoir autoritaire et idéologiquement autoritaire, eh bien, on veuille ramener à une cohérence qui soit là, disons, globale. Julien Bisson. Je suis frappé aussi dans ce processus de sinisation. Vous avez rappelé les grands récits religieux. On l'a vu encore il y a quelques jours avec un film comme Fight Club, ce film qui était sorti dans la fin des années 90 en Occident, qui vient de sortir en Chine et dont la fin a été modifiée de façon à ce que le message anarchiste du film soit corrigé. À la fin, dans la version chinoise, les terroristes, entre guillemets, sont arrêtés. Je suis frappé aussi dans ce sens-là par le rapport de l'État chinois à l'hybridation qu'elle peut réussir à mener des traditions occidentales, des traditions et de la culture occidentale et de la civilisation chinoise. Est-ce que cette hybridation est tenable sur le long terme ou est-ce qu'elle risque de multiplier les tensions que vous évoquiez? Oui, et est-ce qu'il y a hybridation ou est-ce qu'il y a juxtaposition? Est-ce que c'est les baguettes et la fourchette ou médecine chinoise, médecine occidentale? On prend l'un, on prend l'autre. Il y a donc ajout. Ou est-ce qu'il y a vraiment hybridation, un travail de l'un dans l'autre? Ce que vous disiez à propos du film, et c'est clair, c'est que s'il y a une chose qui a été intolérable à la pensée chinoise, c'est l'anarchie. On veut mieux un mauvais prince que pas de prince. Il y a quelque chose qui est une tradition chinoise essentielle et qui, disons, fait que le pouvoir chinois est encore aujourd'hui en place tel qu'il l'est. Donc l'idée que l'ordre prévaut sur tout. Donc qu'on réécrive une fin de film me paraît tout à fait cohérent avec cette idée que finalement ce qui serait une dissidence affirmée et non pas comme une désobéissance n'est pas tolérable. Et je crois que c'est ça qui va miner progressivement la puissance chinoise. C'est qu'on ne peut pas comprimer. Il faut que cette exigence de sens et ce pouvoir du négatif, c'est-à-dire aussi cette vocation du désordre, se font entendre. Alors après, comment comprimer tout cela à nouveau? Ça sera de plus en plus difficile. D'autant plus que le niveau de vie s'élevant, d'autant plus que la reconnaissance, disons, culturelle s'établit. Je crois que le pouvoir, là, au fond, s'est embarqué dans une chose qui sera de plus en plus difficile pour lui. Alors vous avez évoqué la baguette et la fourchette. Julien Bisson, un mot des téléphones portables. La journaliste Agnès Godu, dans vos pages, raconte à travers son reportage la Chine d'aujourd'hui, la Chine moderne, à travers aussi cet objet, le téléphone portable, qui a pénétré la vie des Chinois au point de devenir totalement irremplaçable et qui est omniprésent. Qu'est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce qu'il peut changer et qu'est-ce qu'il change déjà à la vie de ces millions de Chinois? Elle décrit bien à quel point il est devenu en effet irremplaçable, y compris pour des gestes du quotidien comme acheter sa baguette. Tout passe de plus en plus par cet objet-là, et elle raconte aussi des scènes de dîner entre justement des jeunes qui vont au restaurant ensemble et qui passent leur temps sur le téléphone portable. Ça peut paraître assez commun, mais en effet l'usage du téléphone portable en Chine est d'une certaine façon quand même aussi une aubaine pour le pouvoir qui est capable de pouvoir utiliser toutes ces applications qui sont des applications qui ne sont pas les applications que nous utilisons ici en Occident, qui sont des applications qui sont contrôlées par le pouvoir et qui d'une certaine façon amassent des informations, un nombre d'informations assez incroyable sur la population et qui ensuite vont pouvoir être utilisées, croisées. On sait qu'il y a cette espèce de code social pour pouvoir ensuite avoir accès à certains métiers, certains lieux, qui est déjà en place en Chine. Et donc de ce point de vue-là, en effet, ce téléphone portable, il a un effet qui est encore beaucoup plus nocif qui peut l'être dans nos Mao en est arrivé, c'est Xi Jinping qui l'a fait, n'est-ce pas? Donc là, il y a une sorte de facilité de contrôle qui est inouïe. Mais je crois qu'il faut voir aussi de quoi c'est le symptôme. Si on a tant besoin de cela, qu'est-ce que ça signifie de ce qui nous manque?
Et il me semble que quand vous évoquez la jeunesse qui, comme ça, à table, ne cesse de pianoter sur portable, c'est donc qu'il y a quelque chose qui manque dans la capacité de rencontre, de relation. Et qu'est-ce qui se trouve donc barré, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y aura un retour de cela vis-à-vis du pouvoir à venir, n'est-ce pas? Parce que c'est au fond à la fois une passivité que cette situation de subissant une autorité, disons, on se défoule en quelque sorte. C'est une opportunité pour pouvoir de contrôle, ça c'est clair, c'est comme ça qui est utilisé, mais en même temps, c'est quelque part le révélateur d'une difficulté d'être. Et je crois que l'histoire ne peut pas la comprimer indéfiniment. Si on revient et on termine peut-être sur une photographie globale, François Julien, Hong Kong, Taïwan, les Ouïghours, le contrôle social, la surveillance, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on évoque depuis une demi-heure aussi ensemble, de quoi est-ce aussi le révélateur aujourd'hui? C'est une Chine qui essaye qui se referme, qui est en repli, qui essaye de se protéger. Mais est-ce que la menace n'est pas interne? Oui, déstabilisation. Je crois que c'est très, très difficile d'être premier. Premier, être second, c'est facile. Parce qu'on imite le premier et on a plus de facilité pour rattraper le retard qui apparaît. Mais la Chine, c'est cette difficulté maintenant. C'est qu'elle va devenir première. Et donc, quand elle est première, il faut créer du modèle. Il faut, comme ont fait les Européens jadis, les Américains récemment et encore maintenant, la Chine devra donc assumer une fonction modèle. Or, le peut-elle? Est-ce que ces cohérences idéologiques, est-ce que ce sont, disons, ces institutions politiques peuvent porter cela? C'est pas sûr. Donc, est-ce qu'il parle beaucoup du Chinese way of life? Est-ce que la culture chinoise d'aujourd'hui enfante vraiment Chinese way of life? J'en suis pas sûr. Voilà, et c'est dans tout ça que des Jeux Olympiques vont commencer ce week-end à Pékin. Oui, et ces Jeux Olympiques sont évidemment une vitrine pour l'État chinois, une vitrine nécessaire pour montrer justement qu'ils sont capables d'organiser ces Jeux Olympiques, y compris en pleine pandémie. Mais c'est vrai qu'on sent bien, de ce point de vue-là, que par exemple les critiques occidentales ne sont pas les mêmes que celles qui avaient lieu en 2008, au moment des premiers Jeux Olympiques à Pékin. Voilà. Et ben vous êtes allé voir derrière la vitrine, justement, avec des politistes, des journalistes, des spécialistes de l'Asie. Chine, l'envers de la médaille, c'est le titre de ce nouveau numéro du 1 Hebdo en kiosque depuis hier mercredi. Merci à vous, François Julien, d'être venu autour de cette grande table des idées consacrée à la Chine avec votre Moïse ou la Chine qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à la réalisation Thomas Beau avec Félix Delacour. Un grand merci à Marceau, Vassy et Anouk Delfino qui ont préparé ces deux grandes tables aujourd'hui, à Henri Leblanc avec Lucas Bretonnier pour la programmation de cette émission. Bienvenue à Violaine Malstaff et bon après-midi à tous.